Et nous étions arrivés au fait que, alors vous me dites si je suis allé plus loin, mais je ne crois pas. Nous étions arrivés au fait que la conductivité sigma pouvait s'écrire sous la forme de tiers de n e au carré sur m. Et puis ici, une forme de moyenne avec une intégrale de moins df0 sur d epsilon, epsilon n de epsilon, taux de epsilon, d de epsilon. D'accord, ça c'est celle qui est en haut. Et puis en dessous, on a la même pour normaliser, qui est simplement l'intégrale de 0 à l'infini. Donc là, c'est aussi de 0 à l'infini. De la densité intégrée, grand N de epsilon, d de epsilon. Et puis ici, on a un moins d de f0 sur d epsilon. Donc ça, je crois que c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Alors, évidemment, ce qu'on peut définir, c'est sigma égale n de taux sur m. Excusez-moi. N de taux sur m avec un taux moyen. Et le taux moyen, il est défini ici. Donc vous voyez que c'est une définition qui est un petit peu particulière, le taux moyen. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il fait intervenir ici quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais c'est la densité ici. Le n de epsilon intervient explicitement. Alors là, vous avez l'énergie et le n de epsilon qui intervient. Ça veut dire que selon la densité que vous avez, et selon l'énergie à laquelle vous êtes, votre taux change, votre n change. Alors que quand vous aviez Drude, ça ne change pas du tout, vous ne l'aviez pas. C'est-à-dire quand vous mettez un taux dedans, que vous mesurez expérimentalement éventuellement, mais vous ne savez pas d'où il vient. Alors que là, vous savez explicitement d'où il vient, c'est le epsilon, n de epsilon. Vous savez, évidemment, en fait, les contributions qui vont être importantes, on le verra, c'est des contributions à basse énergie. Ça, on va le voir tout de suite. C'est des contributions qui sont proches du niveau de Fermi. Ça, on va le voir tout de suite. Alors, ce qu'on va voir, ce qu'on peut en faire concrètement. On va regarder, par exemple, pour un métal. Donc ça, pour un métal, vous allez l'apprendre avec Julia. On connaît la dépendance en énergie du taux de epsilon et du n de epsilon. Donc le n de epsilon, ça vaut un truc en epsilon puissance 1,5. D'accord. Et par conséquent, le grand n qui est l'intégrale de ça, ça vaut un truc qui est en epsilon puissance 3,5. Alors, je précise bien, ça c'est vrai à 3 dimensions. À 2 dimensions, c'est plus ça. Bon, si on remplace dans les taux, on obtient simplement que le taux, il est égal à l'intégrale de taux de... Ça, c'est le premier terme. Puis vous avez le terme qui est le n de epsilon, qui lui est en epsilon puissance 1,5. OK. Et puis vous avez un terme epsilon qui traîne tout seul. Et puis vous avez un moins df0 sur d epsilon. Et vous avez un d epsilon. OK. Donc ça, c'est le numérateur, ça, c'est pas un problème. Et puis en bas, vous avez l'intégrale de epsilon puissance 3,5. Et puis vous avez moins d f0 sur d epsilon, d epsilon. Donc ça, si on le réécrit en faisant la somme, ça vous fait une intégrale de taux de E d'epsilon, epsilon puissance 5,5 moins df0 sur d epsilon, d epsilon. Et en bas, une intégrale de epsilon puissance 3,5 moins df0 d epsilon, d epsilon. Alors, vous qui êtes des physiciens du solide aguerris, comment on va s'occuper de ce machin, à votre avis? Qui c'est qui va gagner le panier garni? Un truc que vous avez vu en cours en long, en large et en travers. Qui c'est qui était en cours avec Hervé ou Thierry l'année dernière, en solide?
Lui, ah bah, si vous ne le savez pas, il va vous étrangler. C'est un genre de truc, hein? Voilà, Sommerfeld. On va faire un développement de Sommerfeld. Il adore ça, je sais pas pourquoi, mais bon. Il y a une relation tout à fait fusionnelle avec Sommerfeld. Hein? Ouais? Ah, pourquoi? Mais ça revient au cours de la semaine dernière. C'est parce qu'en fait, on avait factorisé tous les termes dans le développement de Boltzmann. On avait tout factorisé. On avait vu que les termes qui étaient en gradient R de F et gradient P de F0, on pouvait les exprimer en fonction de D de F0 sur D epsilon, qu'on avait mis en facteur de l'intégrale de Boltzmann. Oui, mais ça, je m'en souviens, mais pourquoi c'est égal du coup à la moyenne de taux? Ah non, mais ça, on le décide que c'est une moyenne de taux. Donc, Ça, c'est nous qui décidons que c'est une moyenne, si vous voulez. on peut prendre n'importe quelle autre grandeur tant qu'il y a tant que c'est une intégrale et que c'est multiplié par la densité. Oui, c'est-à-dire que nous, on décide que ça, c'est la définition d'une moyenne. D'accord? Alors, ce qui n'est pas complètement aberrant, parce que vous avez ce df0 sur d epsilon, et en fait, quand vous voyez la tête qu'il va avoir, enfin, on va voir qu'en fait, c'est quelque chose qui se passe au niveau de Fermi. Mais effectivement, c'est nous, à la main, qui disons que c'est une moyenne. Et vous voudriez qu'il y ait une moyenne avec une belle fonction, une belle gaussienne, un truc comme ça, c'est ça que vous voulez dire? Oui, enfin, je me posais la question, c'était la quantité là qu'on Bah, en fait, si vous dérivez la fonction de Fermi à température non nulle, ça vous fait un truc qui est globalement une gaussienne. Vous voyez ce que je veux dire? La fonction de Fermi, c'est une step. Si vous faites la dérivée d'une step, vous trouvez un delta, mais si vous êtes à température non nulle, vous trouvez un truc qui est comme ça. Donc, en gros, c'est une moyenne sur la largeur de KT. Ouais. Moi, ce que je comprends pas, c'est dans la toute première écriture, on a le n qui apparaît. D'abord, il ne devrait pas apparaître parce que je l'ai mis deux fois. Pourquoi je l'ai mis deux fois? Parce qu'il est une fois là, donc il ne devrait pas apparaître deux fois. Donc la première réponse, c'est que je me suis planté là. Pourquoi le n apparaît? Alors, attendez. Non, excusez-moi, c'est moi qui ai raison. C'est vous qui avez raison, c'est moi qui ai raison et vous qui avez raison en même temps. Le n, il est là et il n'est pas dedans. Et du coup, pourquoi il n'est pas dedans alors qu'il dépend d'epsilon? Non, mais c'est taux qui dépend de l'epsilon. Je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. On va la refaire. Taux de epsilon. Voilà. Mais non, on va pas remplacer dans la moyenne. Dans la moyenne que vous avez écrit en dessous, il y a le taux de epsilon qui est toujours apparent dans l'intégrale. En plus, c'est bien le n epsilon. Attendez. Qui est en... Donc le Sommerfeld. Sommerfeld, ça vous raconte quoi? Alors ça vous dit que si vous avez une fonction qui va être dans un métal ou un semi-contré dopé, vous avez l'intégrale de 0 à l'infini de g de epsilon moins df sur d epsilon. Donc F0, c'est Fermi-Dirac, hein, je vous rappelle. D epsilon, c'est égal à G de mu, ça c'est le potentiel chimique, plus 1 pi2 sur 6, 4t carré. Et puis D2G sur D epsilon, pris à la valeur mu, plus d'autres termes qui sont là et qui sont petits. Bon, alors ce que vous avez reconnu là, c'est simplement, je veux bien carré là, c'est que c'est un développement limité, d'accord, autour du potentiel chimique. Alors si vous regardez, donc ce que je vous disais, c'est que si vous regardez la fonction de Fermi, la distribution de Fermi, c'est ça, d'accord? Vous avez EF ici, vous avez G, que comme ça. Si je dérive ça, pardon, vous avez F0, c'est F0 ici. Si je dérive ça pour tracer moins
df0 sur d epsilon. Donc en fait, je trace moins, c'est pour que ça parte vers le haut au lieu de partir vers le bas, c'est tout. J'obtiens un truc comme ça. Donc si t égale 0, je vais vous le faire en plus gros. Si t égale 0, ça fait un delta. Un pic comme ça qui a une largeur ici qui vaut kt. Donc si kt égale 0, ça vous fait un pic de plus en plus fin. Et à t égale 0, ça vous fait un delta. D'accord? Donc si vous faites à t égale 0, ce que vous voyez en regardant ici, bon ça c'est évident, si vous faites t égale 0, il vous reste en fait que ce terme-là, ce qui est logique parce que si t égale 0, en fait ce que vous voyez c'est que vous avez une fonction delta, donc la seule chose qui compte c'est la valeur de la fonction à l'énergie de Fermi. D'accord? Et là vous avez des corrections qui sont des corrections sur dg sur d3, c'est-à-dire des corrections qui correspondent en fait à cette largeur-là. D'accord? Donc le premier ordre, c'est ça. Bon, ça, effectivement, ça nous fait ça et ça. Bon, c'est pas très intéressant. Par contre, le premier ordre non nul, c'est celui-là. OK? Donc c'est la valeur de la correction AEF. Et puis après, les valeurs des corrections en kt carré, ça correspond à la largeur de ce petit truc-là. Donc c'est ça le développement de Sommerfeld. Alors ce qui veut dire, le gros développement de Sommerfeld, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que les choses se passent à ce niveau-là. D'accord? Et le premier ordre, il est nul parce que vous voyez que df0 sur d epsilon, quand vous êtes là et là, ça fait 0. Parce que vous êtes tout plat. Donc en fait, tout se passe autour de ça. C'est tout ce que ça raconte Sommerfeld. Hein, ça. Ça a un grand nom, on ne peut pas dire grand-chose. Alors si, la seule chose qui est dure dans Sommerfeld, c'est de calculer ses coefficients. Hein. Enfin bon, il valent ça, il pourrait valoir autre chose. La seule chose difficile, c'est que c'est en kt carré. C'est bien le second ordre qui compte ici. Hein. Le premier ordre est nul. Donc en fait, c'est le deuxième et le troisième ordre qui vont compter. Voilà, donc une fois qu'on a ça, c'est tout. Hein. Il suffit de le remettre dans notre bazar. Et si vous regardez ce qu'on a ici, donc en fait, si on reprend Sommerfeld et puis qu'on l'applique à nos trucs, ici en fait, ce qu'on va avoir si on regarde que le premier ordre, c'est qu'ici on va se retrouver avec des deltas de E moins EF. D'accord? Au premier ordre. C'est des deltas de E moins EF. La température nulle. Si on regarde que le premier ordre, ça vous fait un delta de E moins EF. Donc en fait, tout ça, c'est facile à calculer. Une fois qu'on en est là, vous avez ici, c'était taux de epsilon d epsilon. Vous êtes en train de me dire, dans ce bazar-là, on est en train de garder que ce terme-là, et qu'est-ce qui me dit que ce terme-là ne va pas être dominant? Alors en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est pourquoi là j'ai le pic. Pourquoi non, il marche pas mon truc. Allô, Simone? Oh, oh. Ouais. Vous me dites là j'ai un pic. Pourquoi le pic est plus haut que la largeur? C'est ça la question que vous me donnez. C'est ça la question. Alors le pic, le problème c'est... Alors il faut regarder l'intégrale de la surface en fait. Et l'intégrale de la surface, ça va être le nombre d'électrons en fait. C'est le nombre d'électrons parce qu'en fait c'est la dérivée de ça. Donc en fait vous ne pouvez pas être dans un système où ça va devenir plus grand que ça. Ce que je veux dire c'est que votre truc serait vrai. Alors on va essayer de regarder quand est-ce que votre truc pourrait être vrai. Votre truc serait vrai si vous aviez un truc. Il commence à être comme ça. Bon, et là, il faut conserver les surfaces. Hein. Là, je ne conserve pas la surface, donc c'est pas bon. Mais c'est-à-dire, si vous aviez un truc très plat, là, les bords commenceraient à compter beaucoup par rapport à la hauteur. Là, on est à EF. Et là, vous commenceriez à compter les trucs qui sont loin de EF. Et ça, un truc comme ça, c'est un truc très chaud, par exemple. Mais est-ce que quand même, mais du coup, en fait, en première approximation, même si c'est pas dans un électron,
Il n'a pas la même durée de vie, mais son poids est négligeable dans les autres. Pourquoi? Parce que si vous voulez, en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les électrons qui sont là, il n'y en a pas beaucoup. Il a une durée de vie différente, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, il y en a beaucoup. D'accord? Et en fait, en plus, c'est en kt carré, hein, donc ça va vite. Hein, en kt carré. Donc ceux que vous crachez là, par contre, il faudra les compter. Là, il y en a un qui traîne. Ouais, c'est presque... À t égale 0, c'est un Dirac. Donc en fait, ceux qui sont au-dessus, qui sont hauts, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, si vous commencez à chauffer comme une bête, là, oui, il y en a. Vous avez ici, je vous donne juste un exemple, vous avez une intégrale de moins df0 sur d epsilon de n de epsilon taux de epsilon, puis c'était quoi après? Et ça devient simplement n de f taux de f. D'accord, puisque vous êtes simplement au niveau de Fermi, donc on va remplacer ça par un delta E moins EF. Et donc, si vous remettez tout ça ensemble, vous obtenez que la conductivité, c'est N E au carré, taux de EF divisé par M étoile. Alors là, on a trouvé un truc particulièrement simple. Pour le simple, c'est qu'en fait, on a tué toutes les moyennes. C'est-à-dire qu'on avait une moyenne, et puis on dit quand on a la température nulle, au lieu de moyenner sur un espace, on fait un delta, parce que finalement, s'il n'y a pas d'électrons à haute température, le truc il devient simple, ça devient uniquement ce qui se passe à l'énergie de Fermi. D'accord? Donc on trouve, bien évidemment, on trouve N2, taux de F. On trouve simplement le taux à l'énergie de Fermi. Donc voilà. Donc si vous êtes dans un système où vous approchez de la température, vous mesurez le taux à l'énergie de Fermi. Quand vous montez la température, vous trouvez un truc plus compliqué, parce que vous trouvez une moyenne sur EF, et vous avez quand même les termes suivants dans le développement de Sommerfeld qui peuvent devenir non nuls. Et en particulier, vous avez une dépendance qui cette fois-ci est en T carré. D'accord, dans Sommerfeld, donc vous devez retrouver quelque part dans votre résistivité. D'accord. C'est pour ça que dans un métal, on s'attend à avoir un T carré qui traînaille quelque part dès que vous dépassez cette approximation de Sommerfeld. Ok. Alors de combien on la dépasse? En fait, je ne sais pas trop, faut voir comparer. En fait, il faut comparer quoi? Il faudrait comparer la tension à la distance entre les niveaux pour voir si on est linéaire ou pas. Ouais. Est-ce qu'il décrit un effet physique, ce T carré? Lequel, le T carré? Du coup, quand on a peu de température et qu'on a le terme en kt carré qui arrive. Ouais, le kt carré qui arrive, c'est qu'il veut dire que vous faites participer plein de niveaux en même temps. C'est ça qu'il veut dire. Alors, on va regarder un truc qui est un petit peu différent. Parce qu'on va toujours regarder les deux extrêmes. On va regarder maintenant le cas d'un gaz dégénéré. Donc ça, en général, c'est les semi-conducteurs. Est-ce que vous savez d'ailleurs, vous avez eu un cours sur les semi-conducteurs? Non, jamais? Si? Alors c'est quoi les trois régimes sur les semi-conducteurs? Vous vous souvenez? Hein? Intrinsèque, oui, après c'est quoi? Hein? Extrinsèque, on leur a fait quoi? Extrinsèque, on leur a fait quoi? Ouais, et puis après, quand on dope beaucoup, ils deviennent... dans ce qu'on appelle des... Ils sont dégénérés quand on les dope beaucoup. Alors ça veut dire quoi, ces trois régimes? Ouais. C'est que le niveau de Fermi, il est entre la bande dans le gap, en fait. Voilà. Alors vous avez... Bon, alors je vais essayer de dessiner un smicon, vous allez voir. C'est pas gagné. Bon, tout le monde sait qu'il y a un gap dans ces trucs-là.
Non, mais je pose la question parce que des fois, on s'aperçoit qu'il y en a quoi. C'est jamais, hein. Donc j'ai un gap. Bon. Alors, vous pouvez faire un truc comme ça. Le premier truc que vous pouvez faire, c'est ça. Vous avez ici les accepteurs que vous mettez près du bas de bande. Non, du bas de la bande. Non, du haut de la bande de valence. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Hein? Vous faites... Hein? Ouais, mais soyez plus simple dans votre tête. Les accepteurs, ils vont accepter. Godard est mort, vous connaissez pas cette célèbre réplique dans Pierrot le Fou. À un moment, il dit, il est avec sa copine, il dit les voleurs volent, les assassins assassinent, et les amoureux s'aiment. Voilà, donc les accepteurs acceptent. Voilà, donc les accepteurs, ils acceptent. Et ils vous laissent quoi derrière? Des trous. Tac, et vous faites un semi-conducteur de type P. Bon, maintenant je peux faire aussi ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je mets des donneurs. Et les donneurs, ils... Eh ben voilà. Et je fais un semi-conducteur de type... Voilà. Hein? Et puis si je fais un truc comme ça, et mettons que je dope mettons, je vais doper jusque là, au milieu de la bande, qu'est-ce que je fais là? Je mets EF ici. Non, vous faites un isolant. D'accord? Et alors, si je coupe maintenant, alors si je fais un truc vraiment balèze, hop, 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 et je viens doper vraiment beaucoup, c'est-à-dire que je dope ici à EF, là je fais quoi? Ça c'est quoi ça? C'est un semi-conducteur dégénéré. Donc quelle est la différence entre un dégénéré et un semi-conducteur de type N? Exactement, et ça veut dire ça va faire quoi comme effet entre ça et ça? Si je les refroidis, qu'est-ce qui va se passer? Qui est isolant? Celui-là. Alors les gens te font le mal, les ingénieurs là. Bon, là vous avez quand même un tout petit gap, d'accord? Là vous n'en avez pas. Donc un semi-conducteur dégénéré il reste conducteur à température nulle. Un dopage N, il va devenir isolant à basse température. Ok? Donc quand vous voulez faire une grille, un transistor, cours de culture générale, vous mettez une grille dessus. Alors, en fait, c'est plutôt fait avec des P. Hein. Et là, si je mets une grille, qu'est-ce qui se passe? Si je mets une grille dessus et que je mets une tension suffisamment forte, V, alors elle est positive dans les MOSFET silicium, je peux arriver à dépléter, à chasser tous les électrons qu'il y a dessous. D'accord? Là, en général, je ne vais pas y arriver parce que je suis dopé dans le suffisamment haut, tellement haut que je ne vais pas y arriver. Là, je peux faire rentrer tous mes électrons dans le gap. Okay. Alors, les dopages. Est-ce qu'il y a une idée des dopages que vous avez là-dedans? Vous avez une idée des dopages pour faire ce genre de choses? Ouais. Pour lequel? Pour lequel? Alors, en fait, ouais, je crois que, alors, si on ne dit pas de bêtises, dégénéré, vous êtes vers 10 puissance 19 par centimètre cube. Je crois, hein, je dis peut-être des bêtises, là. Vous êtes là quand vous êtes 10-15 à peu près pour... non, plus même. Je crois que vous êtes plutôt vers 10-17, 10-18. Hein. Ça doit être marqué dans les livres. Et puis là, honnêtement, je ne sais pas. Donc, en fait, et dans un métal, vous avez combien? 10-23. D'accord? Donc, vous avez typiquement... alors, dans un métal, c'est facile, c'est le nombre d'Avogadro. Si on vous demande, si votre petit frère vous demande combien ça ferait le nombre d'Avogadro, ben vous lui dites, vous prenez un dé de métal et vous avez le nombre d'Avogadro d'atomes dedans. Globalement, ça fait ça, ouais. L'isolant, c'est 10 puissance 10. Non, 10 puissance 10, c'est le dopage résiduel, je pense.
10 puissance 10, je pense que c'est le dosage résiduel, non? Ça doit être 0. Pour moi, je suis sûr. 10-10, c'est l'isolant, vous dites? Non, c'est pas. Enfin, c'est quand. Non, c'est le intrinsèque. C'est l'intrinsèque, voilà. 10-10, c'est l'intrinsèque, ouais, je pense que ça, c'est vrai. Donc intrinsèque, ça veut dire que vous mettez un bâti qui est très propre, et puis vous y allez, vous avez toujours 10-10 de merde à peu près, hein, même dans un bâti très propre. Ce qui n'est pas beaucoup, si vous calculez combien ça fait, vous avez un atome tous les je sais pas combien, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Mais ça suffit pour vous... alors si vous faites ça, vous êtes... alors le problème, c'est que ces impuretés, elles sont soit donneuses, soit accepteuses, vous savez pas trop. Donc, bon, mais elles sont quelque chose, en général. Et c'est toujours très dur de s'en débarrasser de ces trucs-là. Donc voilà. Donc petit rappel sur les gaz d'électrons. Donc là, quand on refroidit le dernier, Et conducteurs. ça veut dire du coup, quand on refroidit le F, il diminue. Non, justement, le F, il bouge pas. C'est un dopage intrinsèque. Chaque dopant a donné son électron. Il bouge pas. Alors, dans l'ASGA, vous avez une poche avec simplement... dans l'ASGA, ce que j'aime bien dans l'ASGA, moi je travaille sur l'ASGA, c'est que vous avez X, Y, Z comme ça. La surface de Fermi, c'est une boule. Donc il n'y a pas plus simple que ça. D'accord, vous avez une sphère, KX, KY, KZ. La sphère, elle a une taille EF et c'est fini. Dans le silicium, c'est la merde. Parce que dans le silicium, vous avez un truc comme ça. Et en fait, vous avez 6 sphères comme ça, le long des axes. C'est absolument terrible parce que les gens qui veulent travailler là-dessus, il faut faire du scattering à l'intérieur des sphères, mais aussi entre les sphères. Enfin, c'est absolument horrible, le silicium à décrire. À ceux qui aiment bien une de Fermi, etc., c'est l'horreur. Alors, dans l'ASGA, c'est très simple. C'est vraiment le modèle pour faire des modèles de calcul. Vous avez une sphère qui est bien ronde, bien tranquille, un seul masse effective, donc tout va bien. Voilà, le petit rappel sur les gaz dégénérés dans les semi-conducteurs. Mais donc, vous voyez que même quand vous êtes dans un système qui est dit dégénéré, vous êtes quand même des ordres de grandeur en dessous d'un métal. C'est pour ça qu'un métal, vous ne pourrez jamais le dépléter. C'est pas faisable. Hop. Parce que vous avez une remarque tout à fait percutante. Donc gaz dégénéré, on va prendre pour F0, on va prendre simplement A exponentielle de moins bêta E. Donc on prend une fonction de Fermi-Dirac, d'accord. Donc ça, pourquoi? Parce qu'on va considérer que c'est l'émission, le nombre d'électrons qui sont émis dans la bande de valence, la statistique des électrons qui sont envoyés dans la bande de valence. Et puis si vous faites ça, bon, ben, vous avez dF0 sur d epsilon. Ça, c'est trivial. Hein. C'est égal à moins bêta A exponentielle de moins bêta E. Et là, on est content. Alors, pour l'énergie, on prend une loi de puissance. Alors pourquoi on fait ça? On va dire que c'est pas trop con. Alors ça vous paraît peut-être un argument un peu faible, mais il n'est pas tant que ça parce que la plupart des cas vérifient ça. Donc vous avez peu de raisons de penser à autre chose. Alors ceci dit, il y a quand même, dans certaines situations, des raisons de penser que c'est pas ça. En particulier, quand vous êtes proche d'une transition métal-isolant, par exemple. Quand vous êtes proche du moment, où par exemple, quand vous augmentez la quantité de défaut d'un métal, c'est ce qu'on fait pour nous au labo, on fait pour faire des thermomètres. Au bout d'un moment, le système devient isolant. D'accord? Et là, vous avez intuitivement l'idée que le temps, si vous voulez, de collision va se mettre à diminuer très très vite.
D'accord? Parce que vous êtes près d'une transition de phase et le temps de collision va diminuer très vite et vous allez devenir tout d'un coup isolant où le temps de collision va devenir vraiment très court. Donc vous avez l'idée qu'en fait ça va varier gentiment comme une loi de puissance, puis quand on va arriver près de la transition, on peut penser que tout d'un coup ça va varier plutôt comme une exponentielle, quoi. Alors ça évidemment c'est avec les mains si vous voulez, mais globalement si vous dites que la résistance est taux de E, ce qui n'est pas complètement faux, après c'est à peu près ça, vous voyez que la courbe elle fait ça, puis tout d'un coup elle se met à plonger. Donc vous pensez bien que approximer taux de E par une loi de puissance, ça va devenir assez faux près de là. Mais tant qu'on est loin de là, vous voyez que c'est des trucs qui varient assez gentiment, donc c'est sûrement pas complètement con de mettre une exponentielle, et c'est moi quand... Donc on va y aller, et on va marquer que la moyenne de taux, c'est une intégrale ici de 0 à l'infini de epsilon puissance s, epsilon puissance 3 demi, epsilon moins bêta e, dE. Alors ça vient d'où déjà? Ça vient de la définition de taux qu'on avait eu avant, et on remplace simplement le taux de E par sa valeur, qui est le epsilon puissance s. Et le reste, ça vient. Alors je ne mets plus au calcul de taux. Voilà, ça vient plus loin. On obtient, voilà, plus loin. Si vous remontez 2 pages, vous allez trouver le calcul de taux où vous allez voir ça. Et au dénominateur, vous avez le 0 à l'infini de epsilon puissance 3 demi, epsilon moins bêta e, d epsilon. Alors là, on va réarranger un petit peu ça différemment. Ok. Donc on va simplement faire un changement de variable. On va poser t égale bêta e. Vous allez voir pourquoi. Donc là, il y a juste un tout petit peu de calcul à faire. Et vous obtenez ici une intégrale entre 0 et l'infini. Donc t égale bêta e, vous avez e qui est égal à θ sur e sur b. Il ne faut pas que je me plante toujours dans ces cas-là. Donc vous avez ici e puissance s, ça vous fait bêta moins s, et puis vous avez t puissance s, bêta puissance moins 3 demi. Vous vérifiez, hein, parce qu'en général, je me fous dedans. Moins, alors là, il faut que je fasse attention, parce que j'ai un bêta ici, moins 1, multiplié par bêta, ça me fait simplement epsilon moins e. Et puis ici, j'ai un bêta d'epsilon, ça fait bêta moins 1 bt. C'est bon? C'est moins t, pardon, excusez-moi, je me suis... Des fois, j'écris pas ce que je pense, c'est bizarre. Pareil, en dessous, j'écris que epsilon puissance 3 demi, c'est un bêta puissance moins 3 demi. Et puis un t puissance 3 demi, exponentielle de moins t d epsilon. Et là, on a presque fini ce tour de force. Où ça? Oui, s'il faut mettre un dt, oui, tout à fait. Tout à fait. Affirmez-vous, hein, je me trompe souvent, donc vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez dire c'est faux, avec un air courroucé.
Hein? Un bêta moins 1 à côté du là. Là? Putain, le pire, c'est que je la vois, la photo. Voilà. Alors après, on va juste sortir les bêtas. Vous allez voir pourquoi. Je vais l'écrire un tout petit peu différemment. Tagadagada. Alors les bêtas, si je les sors, ça me fait un 5. Alors ici, ça fait bêta moins 1. Ici, j'ai un bêta moins 3,5. Ça me fait beaucoup, ça. Ça simplifie tous les bêtas sauf le. Ouais, je suis en train de regarder ce qui simplifie. Les 3,5 simplifie. J'ai un moins 5 là qui ne simplifie pas, non? Tu as juste le bêta moins S. Non, parce que j'ai un bêta moins 5 ici. C'est un S, Non, c'est un S. C'est un S. Bien vu. Celui-là, il s'en va, vous êtes d'accord? Bêta moins 1, il s'en va aussi. Donc, il me reste un bêta moins S. C'est ça que vous me dites? Bêta moins S. Et puis, dans l'intégrale, il va me rester ici un. Alors, je vais l'appeler un petit peu différemment parce que vous voyez que j'ai T puissance. Alors, j'ai 3,5 plus S. Alors, je vais l'appeler ici 5,5 plus S moins 1. Vous allez voir pourquoi. Et puis, j'ai un exponentiel de moins T dt. Et en bas, j'ai une intégrale de T puissance. Donc, j'ai 3,5 moins 3,5 moins. Il est où mon truc qui se promène là? Il me manque un. Non, c'est bon. Donc T puissance 5,5 moins 1. Exponentielle de moins T dt. Et alors là, je suis content parce que. Hein? Monsieur est connaisseur. Effectivement, c'est la fonction gamma de l'air, qui est une fonction. Alors j'ai même regardé, je me suis clivé sur la fonction gamma de l'air. C'est une fonction dans le plan complexe et qui vous renvoie. Alors c'était quoi déjà? Alors, puis on va l'écrire quand même. Donc ça vous donne pour la fonction tau. Ça vous donne que tau. Donc bêta, je vous rappelle que c'est kt. Hein. C'est kt puissance S. Puis vous avez ici le gamma de 5,5 plus S sur le gamma de 5,5. Voilà un joli résultat qui fait sérieux. Donc la fonction gamma qui est là, donc c'est la fonction digamma, c'est la fonction gamma de l'air. Donc ce qu'on appelle les fonctions spéciales, et alors c'est le prolongement dans Z, et on peut la tracer cette fonction, mais il faut la tracer dans le plan complexe. Alors, ça marche. Tracé. Donc en fait là vous avez quand même ce qu'il faut voir, c'est que ce truc là, d'accord, c'est une constante, c'est un nombre, sauf le S, d'accord. Donc vous avez la dépendance en S ici, mais en fait cette fonction là dépend pas violemment de S, si vous voulez. Par contre là vous avez un truc qui dépend assez fortement de S. Alors ouais, ça dépend violemment de la nature du matériau. Dans un semi-conducteur, ça va dépendre vachement de la nature du matériau. Parce que si vous voulez, le S, il dépend de quoi? Comme le temps dépend de S, ça veut dire, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça dépend des mécaniques de scattering. Et ça dépend vraiment de la façon dont les bandes sont faites, etc. Entre un semi-con et un autre, ça va être vraiment, vraiment différent. Alors que dans un métal, ça va être beaucoup plus universel. Sur un métal, vous avez...
Ah non, mais oui, c'est-à-dire que le fait que ça soit juste AEF, c'est simplement que normalement, si vous êtes juste AEF, tout va relaxer tout va relaxer vers EF. Si vous êtes à l'équilibre, tout relaxe vers EF. Donc normalement, dans une théorie de réponse linéaire, ce que vous avez loin de EF va de toute façon relaxer vers EF. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que le taux, c'est le taux de relaxation à l'énergie de Fermi. Donc, comme vous avez dit, tout va vers l'énergie de Fermi. Et pourtant, les distances entre les énergies sont pas les mêmes selon Les distances, je veux dire. les écarts d'énergie, pardon. Les écarts d'énergie ne sont pas les mêmes entre les hautes énergies et les basses énergies, c'est ça que vous voulez dire? Pour aller à EF, je veux dire. Bah, tout à fait. C'est pour ça que les temps de vie ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les mécanismes de collision ne sont pas les mêmes non plus. Mais alors, pourquoi on a juste une seule constante, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi on garde que la partie qui est constante? Il peut y avoir plusieurs types de relaxation qui amènent quand même à EF. Ah, ça c'est vrai. Alors là, vous avez tout à fait raison et vous avez, en gros, ce que vous êtes en train de me dire. Nous avons fait ça et nous avons obtenu le taux moyen dans un semi-conducteur dégénéré. Et vous avez vu que c'est un peu plus compliqué que dans un métal pour la raison que Owen vient de dire, c'est-à-dire que dans un semi-conducteur, on peut avoir plein de choses et à boire et à manger. Et donc par conséquent, on peut avoir des choses très différentes pour les temps de collision. Et en plus, il y a un truc que j'ai pas dit, mais qu'il faut pas oublier, c'est que dans un semi-conducteur, qu'est-ce qui est différent par rapport à un métal? Il y a une chose très importante. C'est la densité d'état est bien plus grande. Ouais, puis il y a un autre truc truc important. Un autre truc. Ouais, la masse, elle est comment? La masse effective. Ouais, la masse effective, c'est quoi pour vous? Mais si je vous faisais un petit dessin, c'est quoi pour vous la masse effective? C'est parce qu'en fait, on assimile les bandes Voilà. parabole. Ouais. C'est-à-dire, en fait, la masse effective, c'est la difficulté que vous avez à faire bouger un électron, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui bougent facilement, puis il y en a, il faut les tirer fort, quoi. Bon. En gros, effectivement, c'est le fond du puits, quoi, la pente qui est au fond du puits. Donc, dans un métal, tout se passe bien, c'est H bar 2 K2 sur 2M, vous changez un peu M, mais en gros, c'est toujours quadratique. Dans un semi-conducteur, c'est là que les ennuis commencent, parce que dans l'ASGA, c'est toujours quadratique. Ça, j'aime bien l'ASGA, c'est quadratique, ça vous fait une sphère, vous êtes peinard, quoi. Dans d'autres cas, les bandes, elles ont des têtes plus ou moins sympathiques. Et dans certains cas, c'est pas quadratique. Et dans certains cas, la masse effective, elle peut être soit très légère, soit très lourde, soit tout ce que vous voulez, si vous voulez. Donc le taux, les conductivités, les machins, il faudra prendre en compte toutes ces particularités sympathiques de chaque matériau. Okay. Donc c'est pas évident qu'on ait des choses aussi simples que dans les métaux. C'est pour ça que les semi-conducteurs, il faut toujours un petit peu se méfier quand même. Alors, maintenant, ce dont on va parler, c'est par contre quelque chose qu'on fait presque que dans les semi-conducteurs, c'est le transport en présence de champs magnétiques. Donc on va voir tout de suite pourquoi ça ne marche pas trop dans les métaux. Donc, le transport en présence de champs magnétiques. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir des manips en champ pour chercher leur thèse là? Non. Des manips en champ magnétique, non? Pour leur thèse, leur stage, non, personne n'était intéressé par ça. Donc manip en champ magnétique. Alors, est-ce que vous seriez capable de me dire déjà ce qui va se passer si je prends simplement un bout d'échantillon, là, comme ça, comme ma tablette, je fais passer du courant, qu'est-ce qui va se passer pour les tensions XX et XY? Ah, vous faites bailler. Alors... Je suis posé, hein, je veux dire, on va faire, c'est juste que je vous demande une réponse, simplement, comme ça. Voilà, je prends un truc comme ça.
Sinon, je dessine vraiment mal. Tac, tac, on voit I là-dedans. Ça revient à la masse, on est en TP. Voilà, est-ce que j'ai une tension là? Est-ce que j'ai pas de tension? Comment ça va se passer? Vas-y, ouais. Ouais. Alors je mets un champ magnétique, excusez-moi. Oui, je suis con, j'ai oublié de mettre le champ, sinon ça ne marchera pas. Hein. Non, sans champ. Alors pourquoi sans champ, j'aurais rien d'ailleurs? Quelle symétrie? Non, vous avez raison, mais c'est quelle symétrie? C'est quelle propriété que vous invoquez avec toute justesse? Les lois de Curie, c'est-à-dire qu'ils vous disent que si vous n'avez pas de champ magnétique, le truc, si vous le retournez, vous voyez la même chose. Donc forcément, vous n'avez pas de champ magnétique, parce que s'il y a un champ magnétique, vous pouvez savoir si vous le regardez dans ce sens ou si vous le regardez dans ce sens. Et ça, vous n'avez pas le droit, parce que l'échantillon, il est le même dans les deux sens. Donc vous n'êtes pas suffisamment bon pour regarder dans quel sens vous regardez. Donc la loi de Curie vous dit que si je n'ai pas de champ, je ne peux pas avoir de VY. Donc j'ai forcément un VY. Non, la loi de Curie me dit que si je mets un champ, je peux avoir un VY. C'est pas dit que je l'ai, mais je peux l'avoir. Alors, question, je fais passer mon courant. Qu'est-ce qui va se passer? Tout à fait. Alors, on va supposer que c'est des électrons qui passent. Alors, faut mettre dans le bon sens, c'est chiant ça. Les électrons, c'est négatif, ça fait une force dans quel sens ça? Le B, il est vers le haut, les électrons B, ça va, donc ils vont vers là. Hein, c'est ça? Vous êtes d'accord? Ils vont vers là. J'aurais dit que les électrons allaient vers la gauche. Le courant est défini positif. Non, mais là, on est juste dessus. Ouais, tu regardes. Alors le courant vient de la gauche. Mais donc les électrons vont vers la droite, vers la gauche. Comme ça. Non, le courant va à droite. Comme ça. Donc les électrons vont à gauche. Qui c'est qui a perdu son bac là? Pierre 10. Ouais, si, ça va comme ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, quand même. Bon, et après? Mais les charges du coup vont s'accumuler sur la droite. Ça va créer une tension. Alors, je suis d'accord avec vous. Et est-ce qu'on peut la calculer simplement, cette tension, à votre avis? Ça doit se calculer, non, ça? On peut faire J égale rho V et on fait juste un petit PFD avec E. Un petit quoi? Un petit PFD avec la force de Lorentz. Et du coup, on a la vitesse. Et, Ouais, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Attendez, on va essayer ensemble. Vous parlez avec des mots, mais je comprends pas. Vous êtes trop intelligent pour moi, je crois que c'est ça en fait le truc. Donc la force est d'accord que mon électron, il a si je prends mon électron, il a une force comme ça, et sa force, c'est en fait Q fois le champ électrique. D'accord? Donc la force qu'il a, c'est Q fois le champ électrique, et l'autre force qui subit, c'est QV vectoriel B. Et après, on fait quoi? On va pouvoir égaler les deux, et puis ça donne une tension, là, c'est vite. Si, parce que c'est VY divisé par la largeur ou un petit peu la largeur? Hein? Par la distance? Ça veut dire que QV divisé par L est égal à QV vectoriel B. Alors les Q ils s'en vont du coup. Bon, on s'en fout, on met tout comme ça maintenant. V c'est I sur E, non? V c'est I sur E, je pense. Sur NE. I sur NE. Fois B. Et ça c'est égal. Qui est en plus la surface. Parce que moi je trouve ça. Oui, mais je trouve ça c'est V sur L. Donc je vais sortir une surface comme ça à un moment.
Alors, est-ce que on n'est pas loin de la réalité, là, non? Parce que j'ai la tension qui est égale à I, j'aurai la tension qui est égale à I fois L sur NE fois B. Alors, je crois qu'on n'est pas loin du résultat, là. Oui, Parce que J, c'est. Il manque une surface. Bah ouais, J, c'est I sur S. C'est I sur S, J. Non, mais là, j'ai I. Ouais, il manque un sur S. Où ça, là? Ouais. B, Là? Ouais. Ah oui, mais dimensionnellement, c'est bon. Et là, c'est bon ou pas? Normalement, ouais. Bon, ben voilà. C'est gagné. J'étais pas chaud au début. Ouais, ouais, quand on passe à l'oral, j'aimerais qu'avant de commencer les calculs compliqués, vous fassiez ça, quoi. Non, mais on a pris combien? Bon, d'accord, on était 10 pour le faire. Non, mais sérieux, si on est à l'oral, on se met à 2 pour le faire, on va y arriver, vous voyez. On a une petite idée du résultat, quand même, comme ça. Pas dur. Au moins pour voir ce qui compte pas, c'est mieux que d'avoir des Hamiltoniens. Moi, j'ai jamais rien compris aux Hamiltoniens. Moi, je fais un petit calcul comme ça et je refais l'Hamiltonien après. C'est facile. Moi, je pars du résultat. Faut savoir le résultat, c'est sans problème. Bon, ben voilà. Donc maintenant, on a fait les fioles, on va le faire proprement. D'accord? Maintenant, on va faire des calculs. Donc les hypothèses. Bon, alors on va mettre que T et mu sont isothermes. Sont uniformes, pardon. E est dans le plan. Donc on prend EX, EY, I0, et puis B, il est perpendiculaire au plan, on prend 0, 0, B. Alors ça, c'est la façon, le truc le plus facile pour reprendre. La géométrie la plus facile pour faire ça, c'est celle, je sais plus quelle jauge ça s'appelle, mais c'est un nom. Alors la particule, chargée, décrit une orbite cyclotron Alors, une orbite cyclotron, alors vous savez ce que c'est, hein. Sa pulsation, c'est EB sur M, c'est EB sur M star. C'est ça, j'oublie toujours, mais c'est ça. Et elle a aussi un temps de collision tau. Alors là-dessus, il y a deux trucs très importants. Vous voyez, le signal, il dépend de N ici. N, c'est la densité. Vous avez une tension qui dépend de I, de B et de N. N est tellement grand dans un métal que vous voyez quelque chose, hein, vous le voyez, bon, maintenant, on sait voir bien, mais c'est pas un signal qui fait exploser l'ampli, quoi. Tandis que quand vous le faites sur un semi-conducteur, ben, vous gagnez 50 de grandeur. Donc sur un semi-conducteur, vous le voyez facilement. Alors concrètement, c'est une manip qui est encore utilisée dans l'industrie pour mesurer la densité de porteurs, parce que des fois, quand vous dopez, ben, vous allez bien faire une manip de contrôle pour savoir combien vous avez de porteurs, et parfois pour mesurer le signe des porteurs. En général, si vous êtes planté sur le signe, c'est vraiment que vous êtes un gougnafier, mais enfin, en général, la densité, ça peut être utile quand même. Donc, alors vous avez des motifs spéciaux de Van der Pol pour mesurer 4 fois et vous avez en absolu ISO 7, etc. Mais sur les métaux, c'est pas évident à voir. Donc il y a deux régimes. À votre avis, lesquels sont-ils ?
Ouais, vous avez déjà vu. Ah non, c'est Vous avez déjà vu le spectacle. clair. De répondre. Vous avez raison. Alors, les autres, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme deux régimes pertinents au niveau de la physique là-dedans? Le régime transitoire Permanent par rapport à quoi? Non, mais c'est tout con, essayez de penser à votre À votre bac. Ouais, à mon époque, c'est le programme du bac aussi, ça. Imaginez ce qui se passe physiquement. C'est-à-dire, imaginez un électron, un champ qui tourne. C'est pas compliqué, la physique. Hein. C'est des électrons qui tournent. Qu'est-ce qui peut se passer pour cet électron qui tourne dans un truc où il y a des défauts? Il y a des défauts sur mon truc. Il n'est pas parfait, mon truc. Donc, j'ai un truc comme ça, si vous voulez. Poum, 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 poum. Tac, tac, ça marche pas. Ouais. Puis je mets un champ magnétique là. Et j'envoie un électron là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les deux régimes qu'il peut avoir? Ouais. Il y a l'électron qui va tourner comme ça Ouais. et qui va percuter, mais ces collisions, ça va le ramener dans son orbite. Du coup, ça c'est bon. Mais peut-être qu'il peut exister une collision qui va le faire. Est-ce que vous pouvez me dire beaucoup plus simplement que ça? Non, mais vous êtes sur la bonne voie, mais c'est l'ordre zéro de ce que vous dites, ouais. C'est toujours cette compétition entre le champ magnétique et la température. Non, non, mais beaucoup plus simple que ça. Il était bon, il avait l'idée, mais c'est beaucoup plus simple que ça, ce que je veux dire. Oui. En fait, quand l'électron, s'il n'y a pas beaucoup de défauts, bah, l'électron va Ouais, tourner, voilà. tranquille. Mais s'il y a des défauts, il n'aura pas le temps de tourner. Voilà. Vous avez deux types d'orbites. Vous avez celles qui sont fermées, puis celles qui ont des défauts. Donc vous avez les orbites fermées. Donc celle-là, vous avez oméga C qui est plus petit ou plus grand. C'est 1 sur oméga C, c'est le temps. Donc ils sont plus grands que oméga. Tau est plus petit que... Non, c'est l'inverse, c'est plus grand. Enfin, je vais mettre en taux, ça ira mieux. Donc j'ai tau qui est plus petit que tau collision. Donc il a le temps de faire son orbite avant de taper dans quelque chose. Et puis vous avez les orbites avec des collisions. Vous avez tau qui est plus grand que le tau collision. D'accord. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Si je mets mes petites particules ici, quand je suis dans un régime comme ça, ce qui se passe, c'est que mon électron, par exemple, il va faire stunk. Alors ce que fait le champ, c'est qu'il va le faire, il va avoir une légère courbure, si vous voulez, entre deux collisions. D'accord? Puis s'il repart après là, par exemple, il va repartir, puis il va être légèrement courbé sur sa trajectoire. Mais il continue à taper des atomes, si vous voulez. Fondamentalement, ça ne change pas sa nature. Alors que si je vais dans celui-là, là, l'électron, il fait carrément schlunk, 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 et sur des orbites complètement fermées. D'accord? Comme une pulsation oméga C. Alors nous, on ne va pas s'intéresser, ça c'est le régime de l'effet quantique. Donc c'est pas celui-là qu'on va s'intéresser. Et là, vous avez les plateaux qui apparaissent avec H bar oméga C sur quantifié, si vous voulez. H bar oméga C fois n plus 1,5. Nous, on va s'intéresser au premier régime. OK? Donc je vous rappelle, ah oui quand même, vous avez oméga C, c'est le B sur M, je vous l'ai mis avant. On considère des électrons dans le métal forcément ou dans un type de matériau? Alors,
ça marche tout le temps, ça. Ça marche tout le temps, sauf si vous avez des problèmes de masse effective, de machin, de trucs. En fait, ce qu'il y a, c'est que, je veux dire, dans un métal, vous voyez pas grand-chose. Pour la raison suivante. Quand vous voulez faire de l'écheveau dans un... Donc, l'écheveau quantique, vous le faites toujours sur des échantillons à 2D, parce qu'à 3D, ça marche pas. Et en général, des semi-conducteurs. Ça, par contre, sur mes échantillons, c'est extrêmement facile à voir. Donc, vous savez que c'est un truc qui a été vu au LCMI, hein, donc à Grenoble, ça. Par un monsieur Klitzing, qui par ailleurs est insupportable, mais bon. C'est un Allemand. Alors, fonction de distribution au premier ordre, voilà ce que nous allons voir. Allons-y, allons-y. J'aime bien la fonction gamma, c'est super. Bon, alors c'est là qu'il y a un gros bout de calcul que je ferai pas parce que ça m'embête. Hein. Donc s'il y en a qui veulent s'amuser à faire ça, ça leur prendra une soirée. Enfin, c'est un peu un défi, hein, voir qui c'est qui y arrive d'ailleurs, parce que c'est... Il n'y a rien de compliqué, mais c'est franchement pénible. Donc, équation de Boltzmann. Je reprends ce que vous avez fait 4 pages avant. Donc, je vous le remets juste parce qu'on va en avoir besoin. Donc, je vous rappelle donc ce qu'on avait dit je vais vous parler du terme F1. Donc, vous vous rappelez que le terme F0, on a fait tous les calculs dessus pour calculer la conductivité, etc. Maintenant, on va s'occuper du terme en F1 qu'on avait laissé tomber à cause du fait qu'il était nul en champ magnétique. D'accord ? Là, on va remettre un champ magnétique, donc on va récupérer ce terme en F1 et on va voir ce qu'il vaut. Donc, on avait un VK donc ça c'était la force. Et puis on avait un dF0 sur d epsilon. On avait un E sur H bar. Et puis on avait un VK vectoriel B. C'était celui-là qui nous embêtait parce qu'on avait un V aussi. Et là, on va garder un gradient K de F1. Et puis on avait dit que c'est égal à dF sur dt collision. Voilà. Alors, c'est là que ça devient un petit peu scabreux, cette histoire. Parce que pour la trouver, cette solution, on va le faire un peu ce qu'on fait souvent dans les... Par exemple, si vous avez fait dans votre ville la solution du pendule anharmonique, on fait ça dans le pendule anharmonique, et c'est toujours un peu pénible, c'est-à-dire qu'on injecte une solution, donc on pense qu'elle n'est pas trop idiote, et on cherche les préfacteurs et les facteurs qui vont bien. Et en général, quand ça part comme ça, c'est que ça va être chiant. Et ça, c'est ce qu'on fait. Alors déjà, il faut partir de la bonne fonction. Bon, ça, en général, on vous la donne. Parce que si ça se trouve, ça ne marche pas du tout. Donc, mais là, on part de la bonne fonction quand même. On la met sous cette forme-là. Donc c'est ce qu'on cherche à trouver. Voilà. On la cherche sous cette forme-là. Alors en fait, l'idée, c'est comme les autres étaient en df0 sur d epsilon, on va supposer qu'elle est en df0 sur d epsilon, qu'il y a un v et qu'il y a une correction en c dessus. Honnêtement, je ne suis pas spécialiste d'algèbre pour vous dire pourquoi celle-là est plus entendre que les autres. Mais il se trouve que c'est comme ça qu'on l'a choisi. Alors maintenant, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous amener jusqu'au début de la résolution, puis après, s'il y en a qui s'ennuient, ils peuvent faire ça, quoi.
J'ai la correction quelque part. À Mathilde, par exemple, qui aime bien calculer. Ce soir, c'est le son de nuit. Bon, allez, on remplace dans celle d'en dessus. S'il a pas son... Parce que normalement, c'est le terme moins F1 sur taux. Ouais. Dedans, dans le moins F1, il y avait moins 0. Oui, non, mais je vois bien pourquoi il est... Non, mais il est plus, vous avez raison. Et pourquoi il est plus. Et on remplace dans celle d'au-dessus. Alors, vous avez un VK fois EE fois D de F0 sur D epsilon, celui-là on ne touche pas. Deuxième terme, c'est plus E sur H bar. Et il me reste un VK vectoriel B, donc celui-là j'y touche pas. Et c'est après que ça va se gâter. Donc mon VK vectoriel B, et puis ici j'ai un gradient de K, et là je remplace F1 parce que par la fonction DC que j'ai, qui est moins V, C de epsilon. Le problème c'est que mon C il est super mal écrit, on dirait un E. J'essaie de le réécrire comme parce que sinon là il ne faut pas se tromper. C de epsilon. df0 sur d epsilon. Ok. Dans les parenthèses, il faut que j'en ferme une là. Est égal. Donc l'autre côté, on a df sur dt collision. Et df sur dt collision, c'est égal à moins f1 sur taux. df0 sur d epsilon. Alors, je vais vous marquer ça. Ça, c'est... Alors ça, je vais vous marquer le calcul pour que vous ne soyez pas trop en train de galérer. Moi, je vais vous marquer tout. C'est comme ça qu'on obtient le terme de droite. Ouais. Le V du F1, c'est un V de K aussi ou pas? Ouais, c'est des V de K. Ouais, c'est des V de K, il faut... ouais, c'est ça. Il faut remonter. Bon, ça... Il faut remonter, ça doit être 4-10 pages en dessous chez dans votre cours. Mais c'est uniquement la recopie de ça. Donc ça, c'est comment vient ce terme-là. Puis les autres termes, c'est assez évident d'où ils viennent. Bon, alors maintenant, on va s'occuper de quoi déjà? De ce terme-là. Ok. Alors, on va écrire. On va pas tout ça en fait. On va prendre que ça. On va prendre que ça. On va s'occuper que de ce terme. Alors, gradient K. De moins VK C epsilon df0 sur d epsilon. C'est égal. Alors je développe, il y a trois termes, donc c'est A' BC plus A' C plus patati patata. Donc ça fait un gradient K de moins VK fois C de epsilon df0 sur d epsilon plus moins VK fois gradient K de C de epsilon df0 sur d epsilon plus
moins VK C de epsilon gradient K de dF0 sur d epsilon. Ça, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. Alors, premier terme, on va regarder. Attends, je vous laisse arriver un petit peu. Bon, pour les oraux, je ne demanderai pas ça par cœur, hein, parce que c'est un peu pénible, hein, ça. Ne vous inquiétez pas. Hein. Donc il nous reste VK EE dF0 sur d epsilon plus E sur H bar VK vectoriel B. Et de ce bazar, il nous reste finalement pas grand-chose. Il nous reste un gradient K. Et puis il nous reste un H bar sur M. C de epsilon df0 sur d epsilon. Et ça, c'est égal à V C de epsilon sur tau df0 sur d epsilon. Ben là, je crois qu'on a presque fini. On a presque fini. Ça c'est bon, je ne me suis pas planté. Tout ça c'est bon, je ne me suis pas planté. Il n'y a pas le gradient de K. Ah non, il saute le gradient de K. Ouais. Parce que je me disais, je ne peux pas simplifier après si j'ai le gradient de K. Et vous avez raison, il saute. Heureusement, pour moi, il saute. Sinon... Par contre, il manque un truc, c'est le... Non, c'est le df0 sur d epsilon. Là, il m'en faut un là. Et il y est, à côté du C. Ah merde. Et il y a un moins devant le E sur H bar, parce que c'est Et moins, ici, il y a un moins. Il y a un moins entre... Ça m'embête qu'il y ait un moins. Ça m'embête qu'il y ait un moins. Alors, là, il y a un moins. Effectivement. Alors, là, il y a un moins, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas un moins qui se compense avec ce moins qui part là. Là, il y a un moins aussi. Oui, mais lui, ça fait 0. Oui, ça fait 0, donc le moins, c'est là. Sur le premier terme, mais pourquoi ça met 0? Parce que c'est égal, pardon. c'est égal, oui. Donc, il y a un moins. Ouais. Du coup, ça fait moins H bar sur M. Je fais moins H bar sur M, je suis d'accord. Et moins H bar sur M, donc là, ça ferait un plus, non? Non, parce que c'est le même moins. Donc, bon, je vais écrire, je vais voir ce que ça donne. Donc, si on simplifie, ça nous fait VK E plus E sur H bar VK scalaire B
Alors H sur M, ça se simplifie, donc c'est E sur M. C'est scalar B, C de E est égal à V sur taux C de E. Alors si je... Ah oui, là vous dites qu'il y a un moins. Il y a un moins, c'est celui du moins D, le moins 0. Celui-là. Ouais. Merde. Et alors, est-ce que ça me donne le bon signe? Parce que c'est ça la question. Parce que c'est important qu'il y ait le bon signe, sinon... Alors, est-ce que je vérifie? Est-ce que j'ai le bon moins? Ah oui, ça me donne le bon signe, excusez-moi, c'est bon. Sauf qu'à droite, j'aimerais du coup avoir l'autre signe. Ça, je devrais avoir un plus. Et là, je devrais avoir un moins à droite du coup. C'est ça qui va... Oui, mais c'est bon, oui, mais il devrait y être. Sinon, vous passez de l'autre côté. Non, mais celui-là, il passe là, c'est bon. Et là, c'est bon. Mais lui, il doit passer de ce côté. Non, parce que j'ai le résultat là sous les yeux. Donc lui, il doit avoir un moins là. Et pourquoi il n'a pas un moins? Parce que ça sera moins. C'est normal qu'il soit plus. C'est normal qu'il soit plus. Celui-là, il est bon. Celui-là... Putain, et pourquoi il est moins celui-là? C'est celui-là qui me pose souci. Pourquoi il est moins, lui? Bonsoir. Pourquoi il est moins? Pourquoi il est moins? Alors, si je remonte dans mon truc, c'est E, V vectoriel scalaire de moins VK, ça c'est bon, j'ai la même chose sur cette ligne. Comment j'ai fait? Je vois pas comment. Là, chez moi, il se transforme en plus, alors... Gradient K. Bon, je peux pas vous dire d'où il vient, j'ai un signe moins, je vous remontrerai la feuille parce qu'il y a un souci avec ce signe-là. Là, il devrait être... là, il est moins, ça c'est bon, chez moi aussi. Et là, il y a un moment, il devrait moins alors qu'il devrait rester plus. Bon, je vous le dis, donc vous faites attention au signe, il faudra le refaire le signe. Donc ce signe-là, attention. Signe moins, attention, donc... Normalement, c'est un signe plus ici. Bon, donc ça, c'est juste, par contre. Là, maintenant, c'est juste. Et donc, l'équation finale, vous avez V, vous divisez par taux. Hein. Vous avez VC de epsilon, divisé par taux. D'accord? Donc ça, c'est celle-ci. VC de epsilon divisé par taux. Plus E sur M fois V vectoriel B fois C de E. D'accord, ça c'est le deuxième terme. Est égal à E fois V fois E. Voilà, ça c'est la première équation que vous avez pour trouver en fait votre truc. Bon, après, je ne vais pas passer 2 heures à vous faire la suite, parce que c'est un peu pénible. Donc, la deuxième équation que vous allez obtenir, ça, c'est la première équation. Là, elle est juste, celle-là. La deuxième équation, c'est E taux WCE est égal à oméga C fois C. Epsilon, donc il y a un vecteur là et un vecteur là, évidemment. Donc ça, c'est votre deuxième équation. Vous avez une troisième équation qui va vous servir. Alors attention, celle-là, elle est chaud patate, celle-là. Vous avez C de oméga C fois oméga C moins oméga C carré
fois C de epsilon est égal à 1 sur tau fois oméga C vectoriel C moins E WC, ça c'est un E. Attends, je vais vous le redire, bougez pas, je finis celle-là parce que celle-là, rien qu'à l'écrire, même quand on a le papier. Ça c'est la troisième, voilà. Voilà, je crois qu'il vous faut que ces trois-là. Ouais, il vous faut que ces trois-là et ça marche. Ouais, en fait, avec ces trois-là, ça marche. Voilà. Oui, quelqu'un avait une question? Bon. Monsieur, je crois qu'il n'y a pas de problème de signe dans ce Non, il n'y en a pas. Il faut juste pas. Ah ben, il n'y a pas de... Ah ben, quand même. Non, et vous me faites douter, hein. On n'avait rien dit, hein. Ah, On n'avait rien dit pour celle-là. non, mais je doute moi-même, oui, vous me faites douter de moi-même. Parce que dès que vous me regardez comme ça, je me dis, ça y est, j'ai fait une connerie. Alors qu'en fait, non, pas toujours. Bon, alors ce cours, il était un poil pénible, mais il faut en faire un de temps en temps. Histoire de se rappeler dans la vie qu'il y a des calculs des fois. Ah non, mais là, il faut prendre son temps hein, quand même. Parce que les produits vectoriels, il faut les développer avec machin truc, faut machin cul, faut faire je sais pas quoi. Non, mais ça, le mec a trouvé ça dans sa vie. Ça, c'est genre Topin, ça. Oui, le Topin, il sait pas quoi faire le dimanche, il a le choix entre ça et la messe, il dit bon, je vais faire ça. Quoi.